L'anxiété est un processus très présent dans la communauté d'aujourd'hui et dans la société d'aujourd'hui. Du coup, je pense que ce serait intéressant de voir pourquoi, d'où ça vient et surtout comment pallier à ça. On va commencer sur l'étiologie. D'où vient l'anxiété ? Comment on peut développer l'anxiété? Est-ce que ça vient d'un facteur déclencheur, donc je suis virée de mon travail, j'ai de l'anxiété, ou est-ce que c'est beaucoup plus large? Pour répondre à cette question, on a un postulat qui est hyper intéressant, et ça s'appelle la triade biopsychosociale. Il y a 3 parties distinctes. Donc il y a toute la partie biologie, donc d'abord l'hérédité, tout ce qui vient de notre famille. Ensuite, il y a la partie psychologie, donc là, tout ce qu'on crée pendant notre enfance. Généralement, ça vient plutôt de l'éducation de nos parents. Et enfin, il y a la partie sociale, donc notre entourage amical, le conjoint, le travail, etc., etc. Ces 3 éléments vont être hyper importants pour l'activation de l'anxiété et bien évidemment les facteurs déclencheurs vont avoir un petit rôle. Mais je pense que c'est important de revenir sur l'étiologie pour enlever tout ce qui est les corrélations très basiques qu'on peut faire entre j'ai été virée de mon travail et j'ai de l'anxiété. Finalement, en fait, c'est bien plus profond que ça. Il y a quelque chose dans notre cerveau, donc il y a de l'hérédité, pardon. Il y a aussi quelque chose de notre enfance, et en même temps, il y a tout ce qu'on développe avec nos amis et avec notre entourage. Pour continuer, ce serait intéressant de voir aussi les symptômes de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on retrouve chez tous ceux qui présentent de l'anxiété? Tout d'abord, on a une peur et une anticipation assez importante sur des domaines très basiques comme le travail, l'école, l'entourage, le conjoint, etc. La peur, elle est vachement développée par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. On n'est pas censé, par exemple, avoir des crises de panique vis-à-vis d'un oral qu'on doit passer dans la semaine. On a aussi tous les symptômes physiques, donc des palpitations, l'augmentation du rythme cardiaque, des tremblements, qui peuvent être très importants quand on commence à stresser vis-à-vis d'un sujet. Aussi, on a tout ce qui est trouble de la concentration. Généralement, quand on a de l'anxiété, on a beaucoup de difficultés à nous concentrer sur des tâches qui sont finalement très très simples. Et après, on a plein d'autres petits symptômes qui peuvent entraver notre quotidien, donc par exemple des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, etc., etc. L'un des symptômes qui revient et qui est très présent, ce sont les pensées anxiogènes qui vont entraver bien évidemment le quotidien de l'individu. Ça va être des pensées très simples comme tu vas rater ton oral, ta journée va mal se passer et qui sont généralement très 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 négatives. C'est un sujet qu'on va essayer de développer plus tard. On confond énormément le stress et l'anxiété et du coup pour ne pas confondre les deux et vraiment faire une distinction et du coup on est toujours présent dans les symptômes, ce qui est important c'est vraiment que l'anxiété, il n'y a pas de raison concrète d'être anxieux. Bien évidemment ça a un rapport avec le stress, c'est juste que le danger n'est pas vraiment présent. Par exemple l'émotion de la peur, si on a peur c'est qu'il y a un réel danger. Si je me retourne derrière moi et que je vois que quelqu'un me suit, c'est totalement normal d'avoir peur et ça va permettre, bien évidemment sur le long terme, la préservation de l'humanité. Par contre l'anxiété, pour reprendre le même exemple, c'est comme si je me retournais toutes les 5 secondes et que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. En fait, il n'y a pas vraiment de danger, mais on a l'impression qu'il y a un vrai danger et qu'il faut que je me préserve. Donc il y aura là toutes les sensations physiques de la peur, les palpitations, etc., tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et en même temps, ça va vraiment entraîner de vraies pensées dysfonctionnelles à ce moment-là. Ce qu'on peut croire très généralement, c'est que l'anxiété vient d'un facteur présent, donc par exemple, j'ai eu un traumatisme, j'ai de l'anxiété. C'est pas vraiment ça, c'est un peu plus profond, mais bien évidemment, ça peut être ça. Ce qui va se créer en nous et dans notre cerveau, c'est pour ça que l'étiologie est importante, c'est vraiment pour déculpabiliser et se dire que, bien évidemment, ça vient de plusieurs facteurs. C'est qu'en fait, notre cerveau a créé comme un signal d'alerte, donc comme un état d'alerte de notre corps. Donc en fait, par exemple, imaginons que j'ai vécu avec des parents qui étaient souvent en conflit, et du coup, il y avait beaucoup de cris, beaucoup de peur, etc. Mon cerveau va avoir l'habitude de tout suranalyser. Je vais analyser le ton que mes parents prennent, je vais analyser comment ils se sentent, etc. Et du coup, mon cerveau va créer une sorte d'alerte. Dès que plus tard, je vais entendre le même ton ou je vais voir des gens énervés de la même manière que mes parents l'étaient quand j'étais plus jeune, je vais avoir de l'anxiété. Donc en fait, c'est comme si on ouvrait une certaine porte et qu'elle se refermait plus jamais vis-à-vis de l'anxiété. Donc en fait, je vais ouvrir cette porte-là dans ce domaine-là précisément de conflits, cris, etc. Mais en fait, l'anxiété va prendre de plus en plus d'ampleur. Et du coup, tout ce qui peut être source de stress chez les individus, on va dire entre gros guillemets lambda, va être pour moi source d'anxiété. Et donc je vais le vivre de manière largement plus intense que toutes les autres personnes. Du coup, quoi faire, comment faire quand on a de l'anxiété? Je pense que ça, c'est aussi un point très très important et beaucoup veulent avoir la réponse.
Je vais pas vous mentir, pour moi, l'un des points les plus importants, ce serait d'abord de voir un professionnel de santé qui puisse vous diagnostiquer ou non la présence d'un trouble anxieux. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'anxiété. Finalement, dans le jargon psychologique, il y a plein de troubles anxieux. Il y a le trouble anxieux généralisé. Donc là, c'est plus précisément l'anxiété de manière très générale. Il y a par exemple les troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC, etc., etc. Il y a plein de troubles anxieux. Donc c'est très important de voir un professionnel de santé qui puisse vous diagnostiquer ou non la présence d'un trouble anxieux et qui puisse aussi évaluer l'intensité. Si l'intensité est très très forte et qu'elle dépasse... si l'intensité est très forte, il est souvent intéressant d'avoir un traitement médicamenteux, mais c'est pas du tout le seul cas. Généralement, ce qui est préconisé aussi, c'est de faire des thérapies, et surtout une thérapie dite TCC, c'est une thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Alors du coup, pour le cas de la thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, c'est ce que je pratique et en fait on va travailler sur 3 domaines différents. On va travailler sur le domaine des cognitions, donc des pensées. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de pensées anxiogènes, donc il faut les assouplir, il faut concrètement les enlever. On va travailler sur le domaine émotionnel, comment je peux vivre mon anxiété, comment j'arrive à gérer ces sensations physiques, et enfin tout le parti comportemental de qu'est-ce que je peux faire dans le concret, dans le l'ici et le maintenant pour gérer mon anxiété. Dans les troubles anxieux, la partie la plus intéressante et la plus importante, c'est généralement la partie comportementale parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va s'exposer graduellement à l'anxiété. C'est vraiment le concept clé de la TCC. On va amener petit à petit le patient à ressentir les sensations physiques de l'anxiété et en fait à s'y habituer, à ne plus avoir peur des palpitations, de l'augmentation des crises, de l'augmentation du rythme cardiaque et en fait à aller progressivement vers les choses qui nous rendent anxieux. Par exemple, si j'ai de l'anxiété vis-à-vis d'un transport en commun, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais totalement les éviter. Je vais plus prendre les transports en commun. Moi, ce que je vais faire avec mon patient, c'est qu'en fait, on va d'abord tout graduer. Donc, on va voir ce qui l'effraie le plus, ce qui le rend le plus anxieux. Et ensuite, ce qui le rend le moins anxieux, on va s'exposer à ça. Donc, si par exemple, mon patient a très peur juste de parler des transports en commun, pendant 20-30 minutes, etc., on va parler de ça juste pour que les sensations physiques diminuent. Et ça, c'est un principe clé et c'est un principe, je pense, avec lequel on a énormément du mal. Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est sortir de sa zone de confort et aller vers ce qui nous effraie. Évidemment, on peut sortir de l'anxiété sans professionnel de santé. Ce serait mentir de dire qu'on est indispensable à la société, même si, bien évidemment, c'est hyper important. Je pense que le point important et là où il faut commencer, c'est vraiment traiter nos pensées anxiogènes. Commencer par ça et les assouplir petit à petit. Donc passer de pensées anxiogènes à des pensées un peu plus neutres, limite positives. Et ensuite commencer l'exposition soi-même si on s'en sent capable et si on a l'impression qu'on pourra gérer ça. Bien évidemment, il n'est jamais trop tard pour aller voir un professionnel de santé, mais c'est important et je pense que c'est totalement accessible à tout un chacun de s'exposer graduellement, petit à petit. Et vraiment, je pense que la notion de temps est importante. Il faut laisser le temps au temps, mais c'est important de s'exposer tout seul à tout ce qui nous angoisse, mais tout en allant graduellement. Ce qu'on entend beaucoup dans les communautés religieuses, c'est qu'un trouble psychique n'est pas compatible en fait avec une religiosité, avec une relation finalement à Dieu. Là, on prend l'exemple de l'anxiété, mais finalement c'est bien plus profond que ça et on l'entend pour littéralement tous les troubles psychiques. Je pense que c'est important de revenir dessus et de dire qu'on peut avoir de l'anxiété et avoir une relation à Dieu, qu'on peut avoir de l'anxiété et avoir une foi, avoir une très bonne spiritualité et ce n'est pas corrélé aussi facilement. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce qu'en fait ça entraîne beaucoup de culpabilisation et je pense qu'on se rend peut-être pas compte, mais les personnes qui souffrent ont une réelle culpabilité. Les personnes qui souffrent et qui sont croyantes ont une réelle culpabilité parce qu'on leur fait croire que la souffrance est un manque de foi, est un manque d'amour envers Dieu. Et bien évidemment, c'est important de dire que c'est pas du tout le cas et que très souvent, quand je vois mes patients, ça n'arrive très peu qu'ils aient pas de foi ou qu'ils n'aient pas de relation à Dieu. Ça ne veut pas dire que travailler sur la foi et travailler sur la religiosité de la personne ne va pas aider. Très souvent, ça va aider de travailler sa confiance à Dieu et de travailler sur le fait de laisser tout ce qui n'est pas de notre ressort à la transcendance, mais par contre, il ne faut pas faire de conclusions aussi hâtives, parce que généralement, ça entraîne beaucoup de culpabilité et ça va augmenter la souffrance justement de l'individu. Je pense qu'il existe des facteurs structurels qui entraînent énormément d'anxiété chez les individus et on peut le voir que ce soit l'accès total à toutes les informations, donc des choses qui se passent à des milliers de kilomètres, ou par exemple l'islamophobie de masse qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je pense que tout ça joue
sur l'individu et joue sur l'anxiété qu'on peut ressentir, et ça peut finalement parfois activer même l'anxiété chez l'individu. On a un libre arbitre dans ça et on a une position, nous, à prendre vis-à-vis de nos réseaux sociaux, parce que même si on parle pas juste des structures, mais on parle juste des individus qu'on suit, il y a aussi de l'anxiété, de ah, telle personne fait ça, telle personne elle va trop vite dans sa vie, telle personne qui se marie, ou je sais pas, là maintenant son appartement, tout ça, ça peut aussi entraîner de l'anxiété, donc je pense qu'on a aussi, nous, à prendre, enfin on doit faire aussi un pas de recul et commencer à prendre du recul sur qui on suit, pourquoi on suit cette personne, est-ce que ça nous entraîne de l'anxiété, est-ce que maintenant que j'ai arrêté là tout de suite que je viens de poser de mon téléphone, est-ce que je me sens plus anxieux qu'avant de l'avoir pris, et si je me sens plus anxieux, ok, bah, je dois peut-être faire un tri, peut-être changer les gens que je suis, ou peut-être tout simplement passer moins de temps sur les réseaux sociaux. C'est très facile à dire, mais finalement, bah, on sait pas ce qui arrive en fait, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, et généralement, en tout cas moi c'est ce que je vois avec mes patients, ça nous fait de plus en plus de mal.